Vous êtes le médecin royal de Madrid. L'année est 1834. Le roi Ferdinand II est mort. Mais vos fonctions sont loin d'être terminées. Vous êtes appelé dans ses chambres privées. Les rideaux en velours lourd sont dessinés, jetant la pièce dans les ombres. Cela devrait être calme en deuil, mais il y a une étrange tension dans l'air. Pas de chagrin, quelque chose d'autre. Et puis vous la voyez. La reine régente, Maria Cristina, se tient au pied du lit. Ses yeux sont rouges en pleurant, mais sa voix est stable. Elle ne demande pas de déclaration de décès. Aucune demande d'embaumement. Pas de prière pour l'âme du roi déchu d'Espagne. Ce qu'elle vous demande de faire ensuite envoie un froid directement à travers votre colonne vertébrale. Cela ne fait pas partie d'un protocole royal. Ce n'est pas seulement inhabituel, c'est contre nature. Vous hésitez. Vous regardez vers le lit. Ferdinand est raide et silencieux sous les feuilles brodées. Mais même dans la mort, il y a quelque chose de cruel en sa présence, comme son emprise sur le royaume n'a jamais vraiment assoupli. Et puis vous le voyez. Cette chose, la caractéristique physique grotesque qui, d'une manière terrible, définissait tout son règne. Pas sa politique, pas sa cruauté politique. Les draps ne font pas grand-chose pour le cacher. Et soudain, chaque rumeur, chaque blague étouffée, chaque chuchotement résonnant à travers les corridors marbrés, se sent douloureusement, terriblement réel. Vous aviez rejeté ces histoires sur les coussins personnalisés, les cris des épouses royales, les outils étranges, mais maintenant, vous vous tenez au centre, sur le point de préserver non seulement un morceau de chair humaine, mais le symbole le plus horrible d'un règne tordu par la déformation du corps et de l'âme. Pour comprendre Ferdinand II, vous devez commencer par le sang. Pas une métaphore. Le sang littéral qui traversait son corps, épais avec des siècles de consanguinage royal. Les Habsbourg espagnols et les Bourbons ont traité leur arbre généalogique comme une boucle. Cousins a épousé des cousins. Les oncles ont épousé des nièces. Les générations s'emmêlèrent dans une seule branche maladive. Ce qu'ils ont créé n'était pas une dynastie, c'était un piège génétique. Celui qui a produit des esprits fragiles dans des corps brisés. Et Ferdinand a été le résultat. Il est né à El Escorial en 1784 de Charles IV et Maria Luisa de Parma, qui étaient, bien sûr, cousins germains. Dès le moment de sa naissance, les dommages ont déjà été causés. Il était la conséquence vivante des générations de syndicats non naturels. Ferdinand n'a jamais eu de chance. Les dés génétiques étaient chargés depuis des siècles. Et Ferdinand roula les yeux de serpent. Au début, son état a été radié comme une maladresse. Juste un garçon grandissant dans son cadre, ont-ils dit. Mais alors qu'il entrait dans l'adolescence, la vérité a commencé à prendre forme. Et personne à la cour ne pouvait l'ignorer. Pas les médecins, pas le personnel, et pas le garçon lui-même. Derrière les murs du palais, les chuchotements ont commencé à gonfler. Le corps du prince n'était pas seulement inhabituel. C'était monstrueux. Son anatomie, déjà surdimensionnée, est devenue quelque chose de défiguré. Terrifiant. Grotesquerie contre nature. Les médecins ont essayé de garder leurs notes discrètes, mais certains records ont survécu, des descriptions si vives qu'elles semblaient être une satire sombre, sauf qu'ils ne l'étaient pas. Un médecin du tribunal a écrit clairement « C'est comme une file d'attente de billard, mais à la racine, épais comme un poing à la fin, et assez longtemps pour être utilisé comme canne. » Ce n'était pas une fascination. C'était la peur, parce que dans un monde qui précipitait la beauté et la proportion classique, la déformation de Ferdinand n'était pas une force secrète. C'était la honte incarnée, et il le savait. Son père était plus intéressé par la chasse qu'à la décision. Sa mère a affiché sa liaison avec Manuel de Godoy comme une nomination royale. Ferdinand a grandi devant cette cour de trahison, a obtenu le silence, humilié par des regards, hanté par des rires derrière les portes. Un aumônier de la cour a enregistré qu'une jeune page était entrée dans le vestiaire de Ferdinand par erreur. Le garçon a été fouetté. Sa famille a banni de Madrid. La leçon était brutale et claire. Personne n'a été autorisé à assister à la honte du prince. La déformation de Ferdinand est devenue plus que physique. Il a remodelé son âme, l'a rendue amère, cruelle, obsédée par le secret, avec punition, avec contrôle. Ce qui avait commencé comme une anomalie médicale devenait rapidement quelque chose de bien plus dangereux, une obsession royale pour des conséquences terrifiantes. Alors que Ferdinand atteignait l'âge adulte, la pression de se marier et de produire un héritier est urgent. Mais à l'intérieur du palais, tout le monde savait que le problème ne pouvait pas être résolu avec des vœux et du velours. Derrière, ses médecins et ses artisans ont travaillé en secret, essayant de transformer l'impossible en protocole. Outils en soie, brasseux en cuir rembourré, huile et onguents de colonies éloignées.
Coussin sur mesure conçu non pas pour le confort, mais sur la survie. La chambre royale n'était pas un lieu de romance. C'était une chambre de stratégie, une clinique en partie, un donjon en partie. Mais aucun de leurs préparatifs ne pouvait préparer Maria Antonia pour ce qui l'attendait. Elle était jeune, idéaliste, pleine de rêves façonnés par des contes de fées et des potins de la cour polie. La fille de la royauté elle-même, on lui avait dit qu'elle épouserait L2 et Ado. Celle souhaitée. Le mariage était magnifique. La lune de miel était catastrophique. Et les préposés ont été perplexes lorsque le voiturier du roi a demandé un étrange assortiment de fournitures, des selles, des appareils, des supports épaisses. Ils ont supposé que c'était une tradition espagnole arcanique. Puis vint le soir de noces. Au moment où Ferdinand se déshabillait, Maria Antonia a crié, assez fort pour que les gardes à l'extérieur entendent, assez fort pour qu'il résonne à travers les murs. Elle n'a pas crié à l'embarras, elle a crié de terreur. Monster, Monster. Elle recula dans le coin, pâle, tremblant, luttant pour respirer. Ce qu'elle a vu n'était pas ce que les religieuses lui avaient chuchoté derrière, les mains pliées. C'était quelque chose au-delà de la compréhension. Ce qui a suivi n'était pas une union. C'était une procédure. Les médecins ont été appelés. Coussins disposés. Huile réchauffée. La pièce est tombée dans un silence, comme une scène avant la chirurgie. Maria Antonia a reçu laudanum, juste assez pour la garder immobile. Puis vint l'acte. C'était douloureux, déshumanisant. Pas une expression d'amour. Pas même le devoir. Un rituel d'endurance et de silence. Ensuite, la reine a été portée à son aile. Ferdinand est retourné à la sienne. Et la distance entre eux ne ferait que croître plus profondément. Dès cette première nuit, la vie de Maria Antonia s'est effondrée. Ce qui a commencé comme un choc est devenu une routine. Les coussins, les huiles, le laudanum, tout était répété, méthodiquement, comme les étapes d'un rituel cruel. Chaque tentative d'intimité était planifiée comme une opération chirurgicale. Il n'y avait pas de chaleur, pas d'affection, seule la peur silencieuse de ce qui allait ensuite. Elle a été sous sédation juste assez pour endurer la douleur, mais jamais qu'elle ne s'en souviendrait pas. Ferdinand a vu chaque rencontre ratée comme une trahison personnelle. Et quand des mois passaient sans grossesse, sa frustration s'est transformée en obsession. Il s'est convaincu que la faute n'était pas son corps, c'était la sienne. Que Maria Antonia, par la peur ou la volonté, le rejetait. Il ne faisait plus confiance aux médecins. Il s'est tourné vers ceux qui ont promis des miracles. Charlatans, giseurs de fortune, mystiques des tribunaux étrangers. Quiconque prétendait détenir le secret de la fertilité ou de contrôle. Bientôt, la chambre est devenue encore plus sombre. Ferdinand a ordonné la construction de contraintes, des sangles en phare bordés de soie, conçus non pas pour le mal, a-t-il insisté, mais pour un alignement parfait. Pourtant, aucun héritier n'est venu. Il a donc regardé les étoiles. Il a commencé à chronométrer leurs rencontres avec des phases de lune, des taches solaires, le positionnement exact des corps célestes. Les astrologues ont été convoqués d'Italie, mystiques de France. Un homme sage itinérant de l'Est a eu un accès complet aux chambres royales. Ce mystique a dit à Ferdinand que sa déformation n'était pas une malédiction, c'était le pouvoir. Un cadeau divin, attendant d'être déverrouillé à travers le rituel. Pendant 3 mois, Ferdinand et Maria Antonia ont effectué des cérémonies nocturnes. L'encens a rempli les couloirs, chantant résonnant contre les murs de pierre froide. Position étrange, respiration précise, et toujours submission. Maria Antonia, trop brisée pour protester, a fait ce qu'on lui a dit. Et puis, finalement, elle est tombée enceinte. 2 fois. Pendant un bref instant, le palais a osé espérer. Mais la joie n'a pas duré. La première fausse couche est survenue 4 mois. Silencieusement, les médecins ont blâmé sa constitution. Mais en privé, ils ont admis la vérité. Son corps avait trop enduré. La 2e grossesse était pire. Elle a continué au dernier mois, seulement pour perdre l'enfant dans un travail cauchemardesque qui a laissé les salles tachées de sang et de silence. Elle n'a jamais récupéré. Ses yeux ont perdu leur lumière. Elle flotta dans le palais comme une ombre. Laudanum n'était plus réservé à la chambre à coucher. C'est devenu son compagnon quotidien. Et en 1807, elle mourut. Officiellement. Fièvre. Privée. Désespoir. À peine 2 ans après la mort de Maria Antonia, Ferdinand était à nouveau à la recherche d'une femme. Cette fois, son choix était Maria Isabelle du Portugal. Un autre cousin. Un autre innocent. Elle est arrivée à Madrid en 1816, âgée de 19 ans, radiante, pleine d'espoir. Elle avait été doucement avertie de certains besoins conjugaux.
Ces dames en attente ont été informées sur les huiles, les outils, les coussins. Mais personne ne l'a vraiment préparé. Le mariage a brillé avec l'apparat. Musiciens, perruques en poudre, robes à feuilles d'or. Une célébration adaptée à une future reine. Mais cette nuit-là, les mêmes cris résonnèrent à travers l'aile royale. Plus fort, ont-ils dit, qu'auparavant. Le lendemain matin, des draps imbibés de sang ont été emportés en silence. Les meubles cassés ont été remplacés par midi. Maria Isabelle avait été initiée à la même réalité horrible qui avait brisé son prédécesseur. Mais contrairement à Maria Antonia, elle n'a plus crié. Elle est restée silencieuse. Elle est devenue pâle, nerveuse. Sa voix a développé un tremblement. Les serviteurs les ont appelés épisodes. Aujourd'hui, nous les appellerions des réponses de traumatologie. Elle tressaillit chaque fois que Ferdinand entra dans la pièce. Elle a évité son regard. Elle a cessé de sourire. Ses robes étaient plus lâches sur son cadre rétrécissant. Et Ferdinand, il n'a pas vu de traumatisme. Il a vu le défi. Il croyait que son calme était calculé, que sa peur se moquait de lui. Il a donc répondu de la seule façon dont il savait comment, le contrôle. Ses lettres ont été interceptées. Ses repas ont goûté. Ses chambres fouillaient. Les gardes autour d'elle ont changé chaque semaine. Personne n'était rouillé. Et son obsession de produire un héritier n'a fait que s'approfondir. Il a commencé à accueillir des rassemblements médicaux privés, pas dans les cliniques, mais dans leurs chambres. Anatomistes d'Allemagne, chirurgiens de la France. Même les artistes de cirque qui ont revendiqué l'expérience avec des anatomies inhabituelles ont été invités. Ils sont venus, ont-ils examiné, ils ont chuchoté des théories derrière les mains gantées. La chambre royale s'est transformée en une sorte d'amphithéâtre médical. Ferdinand, nu, positionné sur une plateforme de velours, entouré d'hommes en perruque en poudre, en prenant des mesures, en esquissant des diagrammes, en proposant des appareils. Derrière un écran, Maria Isabelle a attendu, drogue, pâle, immobile. Certains de ses dessins, réalisés en stylo et encre, ont commencé à circuler dans les revues souterraines. Les chercheurs ont débattu de la cause. Un trouble hormonal rare, une mutation congénitale. Un médecin français lui a donné un nom que le tribunal n'a pas osé répéter. Il l'a appelé la virilité monstrueuse de l'Espagne. De retour dans le palais, Maria Isabelle a continué de se détériorer. Elle a cessé de manger. Elle dormait à peine. Elle a parlé du nombre dans la pièce, une présence qui la regardait constamment. Était-ce un fantôme ou juste de la mémoire? En 1818, elle mourut. Cause officielle, épuisement nerveux. Mais en vérité, elle avait simplement abandonné. À ce jour, le nom de Ferdinand a porté du poids à travers l'Europe, mais pas le genre qu'il voulait. Il n'était plus El Desado. Les chuchotements l'appelaient maintenant El Deformado. Le déformé. Les princesses ont refusé sa main. Les familles ont fait des demandes scandaleuses, les chambres à séparer, les accords signés, même les gares personnelles. Une seule maison était d'accord. La famille royale en Saxe a été fauchée et désespérée. Et ils avaient une fille, Maria Josepha Amalia. Elle était catholique, de l'âge, et disposée. Elle est arrivée à Madrid préparée, pas pour la romance, mais pour la survie. Contrairement aux autres, elle est venue avec son propre médecin, ses propres fournitures médicales, ses propres drogues. Elle a abordé le mariage comme une étude clinique. Avec un détachement à froid, elle a tenu des registres de chaque tentative d'intimité. Date, temps, méthode, technique, échec. Elle a tout documenté. Ferdinand était instable. Il n'était pas habitué à ce genre de silence. Pas peur, pas de la passion. Juste analyse. Pour elle, ce n'était pas un mari, il était une étude de cas. Et pendant un moment, cela semblait fonctionner. En 1829, l'impensable s'est produit. Maria Josepha est tombée enceinte. Le palais retenait son souffle. Cela pourrait-il être? Après des décennies de mariage, de rituels et de ruines ratées, pourrait-il enfin avoir un héritier? Ferdinand était extatique. Ou peut-être maniaque. Il a stationné des gardes d'élite à l'extérieur de ses chambres. Ses repas ont été testés à double épreuve. Ses draps, bénis par les prêtres. Il a convoqué des médecins de toute l'Europe. Les mystiques aussi, au cas où. Mais même avec toutes les précautions, les choses ont mal tourné. À 7 mois, les complications ont commencé. Douleur, saignement, confusion. Aujourd'hui, nous appellerions cela des ruptures placentaires. À l'époque, il l'appelait le destin. Pourtant, Ferdinand a refusé la médecine moderne. Il faisait confiance aux mystiques, alchimistes. Quiconque a promis plus que les médecins ne le pouvait jamais.
Le 18 mai 1829, Maria Josepha est entrée dans un travail prématuré. La pièce remplie de chaos. Ses cris résonnaient. Ferdinand se tenait près du lit, aboyant des ordres, accusant les médecins, la regardant se dérouler. Et puis, silence. Le bébé, une fille, est né vivant, mais n'a survécu que quelques heures. Maria Josepha a duré 3 semaines de plus. Infection, perte de sang, désespoir. Les médecins l'appelaient la fièvre du couche. Le tribunal a appelé la tragédie. Ferdinand l'a appelé murder. Plus tard la même année, le tribunal a déménagé rapidement et tranquillement. L'Espagne s'effondre. Les gens étaient affamés. Les colonies s'éloignent. Les ministres savaient. Ferdinand avait besoin d'un héritier. Le pays avait besoin de stabilité. Et donc, ils ont organisé un dernier mariage. La mariée était Maria Cristina de Naples, éloignée et visiblement enceinte. Tout le monde l'a vue. Elle est arrivée à Madrid, déjà montrée. Son état était impossible à ignorer. Le tribunal a chuchoté, a rapporté des envoyés étrangers. Toute la ville bourdonnait d'incrédulité. Mais Ferdinand s'en fichait. Il avait besoin d'un héritage, quelque chose pour prouver que sa lignée avait un avenir. Si Dieu ne lui donnait pas un héritier, il en prendrait un. En 1830, Maria Cristina a donné naissance à une fille. Isabella. L'Espagne s'est réjouie. Une princesse, un symbole d'espoir, une réponse vivante à des décennies d'échecs. Mais pour Ferdinand, Isabella était autre chose. Elle a été son plus grand succès et la preuve vivante de son plus grand échec. Elle lui a donné ce dont il avait besoin, un enfant royal, une victoire publique. Et pourtant, chaque fois qu'il la regardait, il était hanté. C'était la fille qu'il ne pouvait jamais créer, l'héritier qu'il ne pourrait jamais revendiquer pleinement. Un enfant qui venait du corps d'un autre homme, mais portait la couronne de Ferdinand. Elle était la réponse qu'il avait envie et la question qui ne pouvait jamais faire taire. Ferdinand avait son héritier, mais la paix n'a jamais suivi. Au lieu de cela, son esprit s'est effondré davantage. La naissance d'Isabella n'a pas calmé ses peurs, cela les a amplifiées. Il est devenu obsédé par chaque mouvement de Maria Cristina. Bien qu'il ait accepté l'enfant publiquement, en privé, il ne pouvait pas arrêter de questionner. Qui était le vrai père? Qu'avait-elle caché? Ce qui était-elle se cache encore? Il a donc construit un système de contrôle, un plus élaboré qu'auparavant. Des trous de pipe ont été sculptés dans les murs du palais. Des fentes cachées derrière les peintures. Couloirs secrets derrière les salles de prière. Et Ferdinand les a utilisés. Les serviteurs ont rapporté avoir vu le roi avec un œil pressé vers le mur, regardant silencieusement Maria Cristina allaitant Isabella, se brossant les cheveux, priant seule. Aucun moment n'était privé. Les lettres n'ont jamais atteint leur destination. Les messages envoyés à sa famille à Naples ont été interceptés. Dans l'un, elle a écrit « Je vis dans une cage en verre. Regardez dans chaque souffle, chaque regard, chaque silence. » Ce n'était pas seulement des mots. C'était sa vérité. Chaque partie de sa vie est devenue un théâtre sous surveillance. Chaque sourire, chaque soupir, mesuré pour la trahison. Les repas n'étaient plus seulement des repas. Ils sont devenus des tests de fidélité élaborés. Chaque plat a été goûté par plusieurs serviteurs. Ensuite, tout le monde a dû attendre 30 minutes, juste au cas où un poison à action lente serait en jeu. Les serviteurs se sont effondrés de l'épuisement. Certains sont tombés malades juste de la peur. Ferdinand a vu cela non pas comme un surmenage, mais comme une confirmation. Quelqu'un complote toujours. Il a suivi les livres que Maria Cristina a lus, compté les minutes qu'elle a passées en prière. Interrogation commandée pour quiconque a osé compléter sa beauté. Avez-vous dit qu'elle avait l'air radieuse aujourd'hui? Cela pourrait signifier le complot. Et tout le temps, Isabella, sa fille supposée, a grogné sous ce même nuage de suspicion. Le tribunal ne chuchota plus. Ils ont regardé leurs paroles, tenaient leur souffle, parce que dans le palais de Ferdinand, la confiance avait disparu et la peur a gouverné chaque pièce. À mesure que Isabella grandissait, la paranoïa de Ferdinand ne faisait qu'aggraver. Il la regarda pendant des heures, comparant son nez vers les siens, ses oreilles à celles de Maria Cristina, des yeux vers des portraits de parents napolitains. Il a embauché des artistes pour créer des croquis de pères potentiels, puis les a tenus à côté de son petit visage. Il a fait appel à des généalogistes, anatomistes, même les physiciens. Tous ont posé la même question impossible. Cet enfant pourrait-il être le sien? Les rapports étaient toujours vagues, enveloppés dans un langage prudent. Personne n'a osé donner une vraie réponse. La nuit, Ferdinand tenait l'enfant proche, parfois en pleurant, parfois déchaîné.
parfois chuchotant les choses que seule Isabella pouvait entendre. Il l'a appelé son espoir et sa malédiction. Alors que son esprit se fracturait, le palais aussi. Les serviteurs tournaient quotidiennement. Les ministres ont été interrogés. Le tribunal est devenu silencieux, même de ses propres pensées. En 1832, la spirale n'avait pas de fond. Ferdinand croyait que Maria Cristina essayait de l'empoisonner. À travers le toucher, il a commandé des inspections médicales pré-intimité. Les médecins ont examiné la reine pendant que Ferdinand regardait, à la recherche d'une menace imaginaire. Il avait des vêtements d'Isabella recherchés pour des appareils cachés. Ses poupées ont été ouvertes. Son eau de bain était surveillée. Et encore, il la tenait comme une bouée de sauvetage. En 1833, son corps a commencé à échouer. Il a cessé de manger. Son discours se précipitait dans des non-sens, des accusations mélangées à des fragments de l'histoire royale. Sa peau est devenue grise. Ses mains tremblaient. Le 29 septembre 1833, le règne de Ferdinand II a pris fin. Cause officielle, goutte, mais ses proches savaient mieux. Ce n'était pas seulement la maladie. C'était le poids d'un esprit dévoré par l'obsession, l'humiliation et la peur. Un corps en forme par une déformation qu'aucune couronne ne pouvait se cacher. Et pourtant, même dans la mort, il n'a pas lâché prise. Ils ont conservé sa caractéristique la plus tristement célèbre. Le membre grotesque qui avait hanté ses mariages, tordu son héritage et marqué le trône. Plus de 14 pouces de long. 8 lits déformés, marqués par des cicatrices internes et des tentatives infructueuses pour modifier ce que la nature avait fait. Il a été scellé dans de la cire, enfermé, profondément dans les archives du Vatican. Trop dangereux pour être affiché, trop réel pour être oublié. Une histoire édifiante non seulement sur le pouvoir, mais sur ce qui se passe lorsque la douleur, la honte et l'obsession reçoivent une couronne.